Alors notre but, ça va donc être de calculer les dérivées partielles de l'erreur par rapport à W1, par rapport à W2 et par rapport à B. Donc pour ça déjà je vais laisser afficher ça sur le côté, comme ça vous pouvez avoir un référentiel des formules pour avoir des rappels sur la préactivation, l'activation, qu'est-ce que c'est, et puis l'enchaînement ici. Donc du coup, ça c'est notre erreur. Donc on va commencer nous par calculer la dérivée partielle par rapport à W1 par rapport à W1, tout simplement parce qu'après ce sera à peu près la même chose pour W2, on pourra déduire W2 et on pourra facilement déduire également le BICE. Donc du coup on commencera par W1. Donc pour calculer la dérivée partielle de cette erreur-là, il faut déjà bien avoir en tête que ici on est dans une dépendance. Donc y dépend de ça, qui dépend de ça, et qui dépend des variables. Il faut bien avoir en tête ça parce qu'on va utiliser ce qu'on appelle the chain rule, donc la règle chaînée, qui a pour but en gros, c'est une formule mathématique à utiliser qui nous dit que si on veut calculer la dérivée partielle d'une fonction p qui dépend d'une fonction q qui elle-même dépend d'une variable z, et qu'on veut calculer cette dérivée partielle par rapport à z, alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre la dérivée partielle de la fonction p par rapport à la fonction q et la multiplier par la dérivée partielle de la fonction q par rapport à z. Donc voilà, c'est bien P qui dépend de Q qui dépend de Z, il y a une dépendance, et on voit que nous aussi on a des dépendances. Donc en fait, on va utiliser cette formule-là qui nous permet de gérer cette dépendance quand on calcule les dérivées partielles. Du coup, pareil, on met là du coup la fonction sur le côté ici, comme ça on peut la retrouver. Et on est parti. Donc on veut identifier du coup le P et le Q. Donc P ici, enfin, Q pardon, ça va être du coup être en premier lieu l'intérieur de la fonction. C'est cette fonction-là, elle dépend forcément de ce qu'on lui va lui donner en paramètre en target et en Y. Du coup Q c'est Y moins T. Et P c'est 1 moins, c'est donc 1 divisé par 2, entre parenthèses Q du coup, et 2. Donc on a bien identifié les deux variables, donc ce processus on va le répéter tout le long, vous verrez. Donc on a identifié les deux variables, et donc maintenant qu'on a ceci, donc on peut le réécrire également, finalement ça donne P c'est également ça, puisque Q c'est égal à Y moins T, et donc on peut calculer la dérivée partielle de P par rapport à Q, donc on va calculer cet élément-là. Donc cet élément-là, ce qu'on va faire pour calculer la dérivée partielle par rapport à Q, c'est qu'on va abaisser le 2. Le 2, il va venir là. Enfin, ici, plutôt, le 2 va venir ici. Ça va faire 2 fois 1 demi, donc qui va nous faire 1, qui donc P, ça va nous donner P est égal à Q. Donc du coup, ça va nous donner dérivée partielle de P par rapport à Q, ça va être égal à juste à Q, donc Y moins T, finalement. Voilà. Et donc, donnant cette formule-là, donc on a maintenant ce terme. Ce terme-là, on ne peut pas l'avoir tout de suite, mais on peut commencer déjà à écrire notre formule, c'est-à-dire qu'on peut commencer à écrire que dérivée partielle de l'erreur par rapport à W1, c'est égal, alors ce terme-là, hop, c'est celui-ci, donc c'est égal à Y moins T, ici, fois la dérivée partielle de W1, donc là on se réfère au Q, donc plutôt à la place de Q, du coup, c'est Y moins T. Donc là, il n'est pas écrit ici, il est écrit ici, mais c'est la même chose. Donc c'est dérivée partielle de Y moins T par rapport à W1. C'est ce terme-là, sauf que là, c'est pas Z, parce que dans notre cas, nous, c'est W1 qu'on veut, donc c'est W1. Donc ça, c'est la dérivée partielle de l'erreur par rapport à W1. Donc là, on n'a pas fini. Maintenant, il nous faut donc trouver la dérivée partielle de Y moins T par rapport à W1. Donc là, maintenant, on va s'intéresser à ce terme-là. C'est parti pour ce terme-là. Donc on va là-dedans identifier pareil, qu'est-ce que c'est notre P et qu'est-ce que c'est notre Q. Donc notre Q, qu'est-ce que c'est? Du coup, en fait, c'est Y, c'est de la fonction Y, on sait que c'est une fonction Y, il est là, il dépend d'autre chose. Donc s'il y a une dépendance qui est liée à W1, Y il dépend de la sigmoïde, qui dépend de la préactivation, qui dépend de W1, donc ça c'est notre Q. Donc notre Q du coup c'est égal à l'activation, puisque Y, c'est le résultat c'est la prédiction, donc c'est le résultat de la valeur de l'activation, qui elle-même dépend de Z. Donc là, Z, c'est vraiment, c'est la préactivation, c'est plus le Z qu'il y a là. Hein. Là c'est du coup 2 fois le Z, mais là, on fait bien référence au Z du résultat de la préactivation qui est ici. Donc Q, c'est égal donc à l'activation de Z. Et donc P, du coup, c'est Q moins T. Puisque T, du coup, c'est une valeur réelle, donc T, à partir de maintenant, ne dépend plus de rien, on a sa valeur, la valeur c'est T, c'est soit 1, soit 0, mais c'est une valeur et il ne dépend plus de rien, c'est une valeur qui est donnée. Et donc du coup, on peut prendre la dérivée partielle
de P par rapport à Q. Et donc du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que moins T c'est une constante, donc ça vire. Et Q, on garde juste le facteur qui est 1, donc la dérivée partielle de P par rapport à Q, c'est 1. Et donc du coup, là, on a de nouveau ce terme-là. Et on a également ce terme-là, on ne l'a pas encore totalement, mais on peut commencer à l'insérer comme on a fait tout à l'heure. Et donc on peut noter que la dérivée partielle de l'erreur par rapport à W1, c'est donc Y moins T, fois 1, mais fois 1, du coup le terme est parti, du coup on n'a plus que ce terme-là, donc dérivée partielle de l'activation par rapport à W1. Et donc du coup maintenant, on va maintenant s'intéresser à ce terme-là. Donc du coup dans ce terme-là, qu'est-ce qu'on fait? On identifie P et on identifie Q. Donc Q déjà c'est égal du coup à Z. Donc Q, le Q en fait l'activation, ça c'est la fonction d'activation qui dépend de Z, donc c'est la dépendance, elle est ici, elle est à ce niveau-là, c'est Z en fait, c'est une autre fonction, donc la dépendance elle est ici. Donc Q c'est égal à Z, et donc qui est égal du coup à la somme des poids associés, à la somme des poids multipliés par les entrées, plus le bias. Et donc P, qu'est-ce que c'est? Donc c'est A, donc c'est l'activation avec Q, et donc du coup Q c'est aussi égal à Z, donc là c'est la même chose hein, par rapport au fait qu'on a identifié Q. Et donc on peut prendre du coup la dérivée partielle de P par rapport à Q. Et donc là c'est un cas un peu précis puisque l'activation en elle-même, on le voit ici, c'est une sigmoïde. Donc c'est une sigmoïde et surtout, c'est surtout qu'elle prend qu'un seul paramètre. Elle ne dépend pas d'autres paramètres, elle dépend juste du résultat de la préactivation. Et le résultat de la préactivation, il n'y en a qu'un. Donc elle dépend plus de plusieurs variables, elle dépend juste d'un seul résultat à ce niveau-là. Et donc la dérivée partielle de P par rapport à Q ici, c'est du coup simplement une dérivée. C'est la dérivée de l'activation. Donc du coup, la dérivée de l'activation, sachant que l'activation c'est une sigmoïde, ce sera la dérivée de la sigmoïde. Et la dérivée de la sigmoïde, on pourra la trouver facilement sur Internet. Et donc maintenant, on peut de nouveau insérer les nouveaux termes. Donc on a la dérivée partielle de l'erreur par rapport à W1 qui est égale donc à la différence entre la prédiction et la target. Le tout fois, du coup le nouveau terme qu'on peut insérer, donc qui est ce terme-là. Ce terme-là, on l'insère ici. Hop, donc fois la dérivée de la sigmoïde, dérivée de l'activation, la même chose. Le tout fois la dérivée partielle de W1 par rapport à ce terme-là, par rapport à la préactivation. Et donc là, ça va être assez facile en fait, c'est que si on agrandit ce terme-là, en fait, donc là c'est la même chose entre ces deux lignes, c'est juste que j'ai agrandi le terme, j'ai pu utiliser le signe de somme, je l'ai vraiment affiché en plein. Et donc en fait, si on veut calculer la dérivée partielle par rapport à W1, c'est assez simple, c'est que W2, du coup, on le traite comme constante, donc il va virer, X2 c'est une constante, pareil, B c'est une constante, donc ces termes-là virent. Et ici, le facteur multiplicateur c'est X1, du coup, c'est celui-ci qui reste. Et donc du coup, la dérivée partielle de l'erreur par rapport à W1, c'est la différence entre la prédiction et la target, fois la dérivée de la sigmoïde, ou dérivée de la préactivation, fois X1. Et du coup, c'est exactement la même chose pour W2, c'est si on aurait mis W2 ici, ça aurait été X2 qui serait resté, donc dérivée partielle de l'erreur par rapport à W2, la différence entre la prédiction et la target, fois la dérivée de la sigmoïde, fois X2. Et pour la dérivée partielle de l'erreur par rapport au bias, c'est encore une fois le même principe, on serait arrivé au même endroit, simplement là, il y aurait juste le facteur multiplicateur qui est 1 qui serait resté, et du coup ça fait 1 fois tout ça, qui fait du coup juste tout ça. Donc voilà, on a vu, donc voilà, ça peut paraître un peu compliqué au premier abord, vous vous dites peut-être, oula, ça fait beaucoup d'informations d'un coup, mais vous verrez que c'est vraiment pas si compliqué que ça. Essayez de poser cette vidéo, de la rejouer, prendre votre carnet de notes, noter tout ce qui se passe, essayez de comprendre la logique, pourquoi là, à un moment donné, si je suis allé trop vite, essayez de comprendre pourquoi je l'ai fait, réécoutez-moi, et essayez après juste de regarder votre cahier et de comprendre par vous-même comment ça a fonctionné. Voilà. Si vous faites ce travail-là, ça vous paraît un peu fastidieux au début, mais vous verrez que vous aurez une meilleure compréhension de tout ce qui s'est passé. Et donc maintenant, on va pouvoir du coup utiliser ces trois fonctions-là pour calculer les gradients et ainsi du coup utiliser la descente de gradient pour pouvoir minimiser notre erreur.